Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 11 février. Régent Bastien nous éclaire sur la problématique concernant le centre culturel de Passepébiac. Le directeur général et greffier Roch Giroux informe la population sur le programme Réno-Région Aide à la rénovation. Lancement de la 14e édition des Jeux des 50 ans et plus à Grande-Rivière. Il sera question de bénévolat avec Nathalie Bugeaud et Lisa Garand. Gaëtan Cousineau, de Mouvement Action Chômage PABOC, nous donne son point de vue sur le phénomène du fameux trou noir. Bernard Babin et Kathleen Friolet nous parlent des différents moyens de financement de la Société Alzheimer Île-de-la-Madeleine. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, nous avons rencontré pour vous le maire de la ville de Passepébiac, M. Régent Bastien, afin qu'il nous éclaire sur la problématique concernant le centre culturel de Passepébiac. Écoutons ses explications. Le centre culturel, présentement, on a une problématique qui est vécue depuis plusieurs années, parce qu'il y a environ, on a conservé la caution d'environ 500 000 pour suppléer aux déficiences qu'il y avait. Il y a plusieurs déficiences, dont une majeure. C'est les dalles de béton à l'intérieur, au premier plancher, qui sont craquelées de façon assez importante. On parle de craquelures où ils ont commencé à dire, dès le début, ils ont dit il y a quelque chose de fissuré là. Est-ce que s'il y a un danger pour nous autres, est-ce qu'il va arriver que ça va arrêter là? Ils ont dit oui, ça, 1 an ou 2, puis ça va être correct. C'est pas ça qui s'est passé. Ça a grandi. Mais par contre, je dois assurer la population, il n'y a aucun danger pour la sécurité des gens, là. Mais comme toute chose, quand tu achètes quelque chose, c'est neuf, tu veux que ça soit neuf, tu veux être capable de l'utiliser pendant des années de la bonne façon, comme c'est supposé d'être fait, conçu. Et là, c'est ça. C'est pas ça qui s'est arrivé. Et donc, on a retenu les argents. L'entrepreneur, en général, il aurait fait faillite. Ça, c'est à confirmer. Et ensuite, le cautionnaire, qui est la compagnie d'assurance unique, a pris ça en charge. Puis, vu qu'on a conservé au-dessus de 500 000, parce que là, je parle de 500 000, mais c'est 560 quelques mille, pour s'assurer des déficiences, donc les autres déficiences aussi, parce qu'il y avait de l'eau qui coulait, etc., sur les murs, les plafonds. Et donc, il y a certaines corrections qui ont été faites, mais c'était surtout la dalle. Et là, la compagnie, le cautionnaire, la compagnie d'assurance, les autres, on est en litige avec les autres en cours pour décider vraiment comment ça va être fait. Parce que les autres, ils voudraient faire une réparation. C'est vrai qu'il y a des matériaux qui existent présentement qui pourraient être faits, puis corriger la situation. Mais nous, on n'est pas encore sûr que ça va corriger la situation de façon adéquate. Parce qu'on le sait habituellement, quand une conception d'une structure de béton est faite de la bonne façon, de façon adéquate, ça peut durer 25, 50 ans et même plus avant qu'on ait des problèmes. Mais là, c'est pas ça, là, ça a déjà craqué. On n'aura jamais... on voudrait que ça soit neuf, on voudrait qu'ils le remettent à l'état neuf. Donc, c'est là qu'il litige, de dire, qu'est-ce que c'est là? Puis en plus, il n'y a pas juste ça, c'est que là, le cautionnaire lui dit, c'est pas la faute de l'entrepreneur général, c'est peut-être la faute du fournisseur de béton, c'est peut-être la faute des concepteurs, les ingénieurs, les architectes. Est-ce que c'est la faute de ceux qui ont appliqué, parce que là, d'autres vont dire aussi que, mais non, c'est la faute de ceux qui ont appliqué le béton. Ils n'ont pas fait la période de séchage suffisante, parce que selon la qualité de béton, la sorte de béton, tu dois faire ça, tu dois l'humecter, l'arroser un peu pendant X jours. Dans notre cas, je pense que c'était comme quelque chose comme 28 jours. Et si ça n'a pas été respecté. Nous, on pense que ça a été respecté, mais là, il faut tout vérifier ça pour s'assurer que ça a été vraiment tout respecté. Et là, il n'y a pas juste ça. C'est même peut-être qu'ils vont commencer à s'obstiner pour voir si c'est pas le fond, avant d'avoir mis les dalles, que le fond n'a pas été fait comme il faut. Que là, c'est une bataille un peu juridique là, par rapport à n'importe quel autre dossier qui pourrait ressembler à ça qu'on a déjà entendu en masse. Lors de la dernière réunion du conseil municipal de la ville de Chandler, le directeur général et greffier Roch Giroux a informé la population sur le programme Réno-Région Aide à la rénovation.
C'est un programme qui est géré par la MRC. C'est intitulé le programme Réno Région Aide à la rénovation. Donc, les gens, je pense, sont assez familiers avec ce programme-là, les gens qui ont un peu des faibles revenus. Il y a des critères, je vais simplement en faire lecture pour que les citoyens comprennent bien de quoi il en retourne et qu'ils soient informés également s'ils sont intéressés à déposer des demandes. Donc, le programme Réno Région a été créé en 2015, vise à remplacer les programmes Réno Village et Réparation d'urgence. On sait que par le passé, il y a beaucoup de citoyens qui se sont prévenus de ces deux programmes-là. Et il y a eu comme une interruption, là, je ne sais pas combien de temps, mais il y a une interruption, mais aujourd'hui, il y a un nouveau programme qui est issu de 2015, qui est le programme Réno Région. Oui. Il y a une interruption puis une coupure de 90% du budget. Ah oui, c'est vrai, la précision est importante, effectivement. Ce programme est destiné au milieu rural et supporte les propriétaires occupants à faible revenu devant corriger des défectuosités majeures à leur résidence. Pour être qualifiable, il y a des critères. La maison des demandeurs et ses bâtiments accessoires ne doivent pas avoir une valeur uniformisée supérieure à 115 000 $, excluant le terrain. On parle uniquement de la résidence, donc il ne faut pas que ça ait une valeur supérieure à 115 000 $ de valeur uniformisée. Dans le programme Réno Région, la subvention peut atteindre 95 % du coût des travaux admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. Le logement doit nécessiter des travaux d'au moins 2 000 $, qui visent à corriger une ou plusieurs défectuosités majeures concernant l'un des éléments suivants. Et là, j'ai défini un peu qu'est-ce qui est admissible à l'intérieur du programme. Les murs extérieurs, on parle de revêtement extérieur, revêtement intermédiaire par vapeur et solin. Les ouvertures, portes et fenêtres. Les saillies, donc on parle des éléments structuraux des galeries, balcons et escaliers extérieurs, la toiture évidemment, le revêtement de toiture et le pontage, la structure, fondation et ossature du bâtiment, l'électricité, câblage, panneaux de dérivation et entrée électrique, la plomberie, tuyauterie, puits et installation septique, le chauffage, appareils et systèmes de chauffage et l'isolation thermique, isolation des murs, plafonds et de la fondation. La subvention est versée là, sur présentation des pièces justificatives applicables. Pour bénéficier de ce programme, et c'est vrai que c'est important, vous ne devez pas avoir déjà bénéficié au cours des 10 dernières années des programmes Réno Village et Réno Région et au cours des 5 dernières années du programme de réparation d'urgence. Donc, je vais le répéter, là, pour ceux qui ont déjà eu de tels programmes. Donc, pour bénéficier du programme Réno Région, vous ne devez pas avoir déjà bénéficié au cours des 10 dernières années des programmes Réno Village et Réno Région et au cours des 5 dernières années du programme de réparation d'urgence. Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur détenant une licence de rénovation et de construction. Comment présenter une demande? Assurez-vous que la valeur de votre résidence est inférieure à 115 000 $. C'est une condition là, non négociable. Et apportez avec vous, si c'est le cas, une preuve de propriété. Vous devez être propriétaire, donc votre compte de taxes pour municipal de l'année 2017 et une preuve de revenu. Une déclaration fédérale de revenus, c'est très important. La déclaration du Québec là est pas acceptée, donc ça prend absolument la déclaration de revenus fédérale pour vérifier si vos revenus vous rendent admissibles à bénéficier de ce programme. Télévague a assisté mardi le 6 février dernier au lancement de la 14e édition des Jeux des 50 ans et plus à Grande-Rivière et nous vous avons préparé ce qui suit pour l'occasion. Être l'hôte d'un tel événement est une belle occasion pour la municipalité de Grande-Rivière de collaborer et de promouvoir notre politique sportive de la MRC du Rocher-Percé. J'invite l'ensemble des citoyens et les membres de nos organisations de promouvoir l'événement qui aura lieu le 7 et le 10, du 7 juin au 10 de juin. En terminant, je vous incite à offrir un accueil chaleureux aux participants pour que ce séjour soit digne de mention. Notre mission, organiser un événement régional mettant en valeur les personnes de 50 ans et plus, le sport, le loisir, la culture, le bénévolat, le travail d'équipe et les réalisations des participants. Nos objectifs, bien sûr, promouvoir la pratique de l'activité physique, organiser un événement annuel qui soit une source de valorisation et de motivation pour les 50 ans et plus, sortir les aînés de l'isolement, ce qui est très important, améliorer la qualité de vie des aînés. Les Jeux sont pour qui? Ils sont pour toutes les personnes de 50 ans et plus qui veulent participer à une activité, qui veulent découvrir aussi une activité. Bien sûr, on attend 1400 participants. C'est pas rien. Pour 1400 participants, 250 bénévoles, minimum, vont être requis. Donc, tous les gens qui désirent participer, qui veulent faire partie de ces 4 jours où les activités vont être très, très plaisantes, peuvent déjà communiquer avec la ville de Grande-Rivière pour donner leur nom.
L'invitation est lancée aux personnes de 50 ans et plus des 9 MRC suivantes. Bien sûr, Matane, Matapédia, Métis, Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, Bonaventure, Avignon, les îles de la Madeleine, mais surtout, il ne faut pas oublier les gens d'ailleurs, de Rimouski, de Sherbrooke, peu importe, même si vous avez des gens de la visite qui vient dans cette période-là, des gens peut-être de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, némite, ces gens, invitez-les à participer et je suis certain qu'ils vont être très bien accueillis. À Grande-Rivière, ce que nous voulons y ajouter un volet intergénérationnel. Ce volet-là, on va l'atteindre en impliquant plusieurs jeunes bénévoles, ce qui apportera sûrement des discussions très enrichissantes au cours des 4 jours des Jeux. Cette année, il y aura plus de 22 disciplines en compétition qui vont se dérouler sur 2 jours, soit le vendredi et samedi 8 et 9 juin 2018. Encore cette année, on aura une programmation culturelle très diversifiée. Débutons par le jeudi soir 7 juin. C'est bien sûr qu'on va lancer les activités avec la cérémonie d'ouverture incluant l'arrivée de notre flamme. Et pour terminer cette soirée-là, on aura un excellent spectacle intergénérationnel de talents locaux avec de très belles surprises qui sont en préparation présentement. Le vendredi soir 8 juin, la troupe de théâtre Pourquoi pas de Grande-Rivière va nous divertir en nous présentant la pièce La course au vison. C'est une pièce qui est à voir ou à revoir, surtout pas à manquer. Moi, je l'ai vue l'an dernier, je vois des sourires. Là. Pour moi, il y a d'autres personnes dans la salle qui l'ont vue. Ça vaut vraiment la peine. Je vous garantis que les fous rires, il y en aura tout le long de la soirée. Le samedi soir 9 juin, ce sera le banquet des Jeux. Ce banquet-là sera grandement à la couleur de Grande-Rivière, puisque nous proposerons un délicieux repas de homard et crabes. Et vers 20h, nous procéderons au tirage de la Honda Civic. La période d'inscription pour nos Jeux débute maintenant. Et elle se tiendra jusqu'au 28 avril prochain. Les Jeux sont ouverts à toutes les personnes des 50 ans et plus. Vous pouvez vous inscrire, soit en vous adressant à votre club des 50 ans et plus local, ou directement au bureau des Jeux. Le formulaire d'inscription est également disponible sur Internet à l'adresse urlsgim.com. Et il y a aussi un pamphlet qui circule, là, qui va être distribué un peu partout dans notre communauté, qui permet de s'inscrire. Pour terminer, nous sommes certains que vous aurez beaucoup de plaisir à Grande-Rivière. En tout cas, c'est le but du comité hôte. Nous souhaitons que vous soyez nombreux à venir nous visiter et que nous puissions partager ensemble des moments inoubliables. Beaucoup de gens sont heureux de faire du bénévolat et ce qu'on entend souvent, c'est que ça procure beaucoup de bonheur d'aider un peu importe le temps qu'on a donné. Nous avons rencontré pour vous Nathalie Bugeaud et Lisa Garand à ce sujet. J'aimerais vous parler un petit peu de la situation au sein du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, parce que la relève, c'est important. Dans un centre d'action bénévole, on n'attend pas de ne plus avoir de bénévoles. On travaille d'haleine, vraiment, on travaille à chaque semaine, à chaque jour, à recruter de nouveaux bénévoles. Chez nous, présentement, on a un besoin du côté de l'accompagnement transport dans certaines communautés. Je pense, par exemple, à New-Carlisle, Passepébiac, où on a un besoin de bénévoles, où c'est vraiment un petit peu pressant. Et du côté de la popote roulante, par exemple, du côté de Saint-Siméon, on a besoin de bénévoles. Du côté au niveau du répit pour les nouveaux parents qui viennent d'avoir un petit bébé, tout ça, on a le répit gardiennage par le biais du Petit Bonheur. Et là aussi, on aimerait recruter de nouveaux bénévoles. Du côté des petits plats givrés, à plusieurs reprises, on a fait appel à vous, puis ça a bien été notre recrutement. On a été rencontrer des groupes dans la communauté et ça a bien été, je vous dirais que ça va bien de ce côté-là, mais on va continuer de recruter de nouveaux bénévoles, même dans ce service-là et dans l'ensemble des autres services du Centre d'action bénévole. Donc, des gens qui nous écoutent présentement et qui auraient peut-être 1 heure de leur temps par semaine, 1 heure ou 2 semaines,
ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est de nous contacter et Madame Garand, qui est chez nous, Lisa Garand, à la gestion responsable des bénévoles, va les accueillir et va leur présenter le processus pour devenir bénévole. Donc, j'aimerais ça vous présenter Lisa, qui va vous présenter un petit peu comment on fonctionne lorsqu'on accueille un nouveau bénévole. On a toujours besoin de bénévoles parce que c'est continu dans le sens que comme on a tellement à cœur que les gens viennent ici, se sentent bien, se sentent libres de faire les heures de bénévolat qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de monde. Si une personne doit s'absenter pendant quelques semaines, bien, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève. Autrement dit, c'est pour ça qu'on a toujours besoin de bénévoles, de ne jamais hésiter. Moi, je dirais aux gens de ne jamais hésiter de nous contacter parce que peu importe le temps qu'ils ont à mettre, ils vont pouvoir le faire, mais en toute liberté, par exemple, dans le sens qu'on ne va pas surcharger personne. Si quelqu'un a tant d'heures, c'est respecté, autrement dit. Bon, moi, j'accueille les bénévoles ici. Donc, je leur présente ce qu'on fait, tout notre travail. Souvent, les gens sont surpris qu'on ait tellement de postes à combler, tellement de postes qui peuvent travailler à ces postes-là, sont différents. Un travail auprès de personnes vulnérables. Donc, ces postes-là, nous, on est tenus de faire du filtrage, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on doit faire une vérification d'antécédents. Pour tous les bénévoles, par contre, on a des références qu'on demande. On demande toujours de références pour tous les postes de bénévoles. Ça, c'est la base. Mais lorsque quelqu'un, par exemple, va à la maison, accueille une personne dans son auto, va la conduire à un rendez-vous médical, là, on entre dans un autre type de poste qui est un travail avec des personnes vulnérables, c'est-à-dire qu'elles sont seules avec. Donc, à ce moment-là, nous, on est tenus de vérifier les antécédents judiciaires pour ces personnes-là. Ça, je tiens à le dire parce que maintenant, tous les nouveaux bénévoles doivent passer par ce filtrage-là. Ensuite, vraiment, appelez-nous parce que moi, je pourrais vous donner plus d'informations. Je pourrais même vous rencontrer. Vous allez voir qu'est-ce que vous aimez ou même décider que ça ne vous convient pas. Mais au moins, vous aurez l'information nécessaire. Puis les gens intéressés, ils peuvent vous rejoindre comment? Ici, au Centre d'action bénévole, 418-752-5577. Demandez pour Lisa Garand, puis je vais prendre rendez-vous. Gaëtan Cousineau, de Mouvement Action Chômage PABOC, nous donne son point de vue sur le phénomène du fameux trou noir au niveau de l'assurance chômage. Écoutons-le. Bien, le phénomène du trou noir, c'est pas un nouveau phénomène. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que le trou noir existe. C'est la période au printemps où les gens n'ont pas suffisamment de prestations de chômage pour passer le printemps et arriver à l'ouverture de l'usine, par exemple, ou à l'ouverture de la période touristique. Là. Alors, ils sont toujours 5, 6, 7, 8, 10 semaines pour certains, sans aucun revenu. Donc, il y a quelques années, on avait réussi à obtenir un projet spécial de 5 semaines additionnelles pour les régions à haut taux de chômage, dont la Gaspésie, les îles. Et ça avait toujours été reconduit, mais M. Harper, dans sa grande bonté, en 2012, ne l'a pas reconduit pour sauver quelques centaines de milliers de dollars. Et donc, il ne l'a pas reconduit. Les libéraux avaient promis d'annuler cet élément-là de la réforme Harper, mais ils ne l'ont jamais fait non plus. Donc, on se retrouve encore là, à ce temps-ci, février-mars. Hier, je rencontrais un groupe de pêcheurs, puis il y en a déjà qui, la semaine prochaine, n'auront plus de prestations jusqu'au début de la pêche au crabe. Donc,
beaucoup de gens vont se retrouver là, sans aucune prestation. Et malheureusement, on ne nous écoute pas à Ottawa. On réfléchit sur de quelle manière on pourrait éliminer le trou noir. Mais éliminer le trou noir, c'est de mieux supporter les gens qui ont gagné leur prestation d'assurance-emploi, qui ont payé pour cette assurance de non-emploi, là, ben en fait, c'est ça un peu, hein? On se paye une assurance comme si tu passes au feu, ton assurance sert à te dédommager parce que tu n'as plus de maison. Alors là, si tu manques de travail, ton assurance chômage devrait te dédommager parce que tu manques de travail. Et c'est conjoncturel, là, c'est ici en Gaspésie, bien, les 3 axes principaux de travail, c'est en été, tout en même temps. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de gens qui, rendus au mois de février, mars, avril, ont reçu toutes leurs prestations et là se retrouvent là, vis-à-vis qu'on appelle le trou noir, parce que pour certains, c'est un trou vraiment noir. À la sortie de l'hiver, les comptes d'électricité cet hiver vont être assez dispendieux. Les enfants qui sont toujours aux écoles, aux études, donc c'est un élément qu'il faut absolument que le gouvernement trouve une solution, et c'est la raison pour laquelle on en parle beaucoup. On fait beaucoup de pression. M. Duclos, à 3-4 reprises, j'ai réussi à le convaincre, mais ils réfléchissent. À Ottawa, on ne réfléchit pas vite, à ce que je crois. Ça fait 2 ans qu'on réfléchit pour éliminer le trou noir, mais on n'a rien de concret encore qui a été fait ou qui sera fait incessamment, là, parce qu'on tombe dedans là, bientôt. Là. Ça touche combien de personnes environ? Quel pourcentage? Malheureusement, on ne peut pas avoir de statistiques. Le gouvernement fédéral, il y a 4, 5 ans, 6 ans, a empêché les groupes comme nous puis le monde de pouvoir obtenir des statistiques sur la loi d'assurance chômage. C'est bien sûr qu'on utilisait ces chiffres-là pour commenter les actions du gouvernement. Donc là, on ne sait pas combien de monde ça touche. Prenez, pour un exemple, là, une usine avec 200 employés qui travaillent dans le Home Art, qui termine vers le 15 juillet. Cette année, recevait comme 28 semaines de prestations. Ça veut dire qu'à la fin de février, ces 200 personnes-là, à moins qu'ils aient fait des heures épouvantables, là, ben, dans 10 semaines, tu ne peux pas faire des heures épouvantables, même s'ils ont fait 5 ou 600 heures pour se qualifier à l'assurance chômage. Au mois de février, là, début de mars, ils vont tomber sans prestations parce qu'ils vont avoir écoulé toutes les prestations qui leur avaient été accordées. Au mois de juillet, quand ils ont été demandés leur chômage. Donc, ça peut représenter plusieurs centaines de personnes en Gaspésie et plusieurs centaines de personnes qui s'endettent, qui s'appauvrissent, à qui arrivent toutes sortes de problèmes familiaux, des enfants qui doivent être retirés de l'école, peut-être, incapables de payer son électricité, incapables de payer son paiement de voiture. Alors, ça entraîne là, des coûts sociaux épouvantables. La maladie d'Alzheimer touche beaucoup de monde. C'est 1,1 million de Canadiens qui sont directement ou indirectement touchés par la maladie, et le coût annuel imputé aux Canadiens pour prendre soin des personnes atteintes de maladies cognitives est de 10,4 milliards. Nous nous sommes déplacés au siège social de la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, située à Bonaventure, pour rencontrer Bernard Babin et Kathleen Friolet afin qu'ils nous parlent des différents moyens de financement. Votre principale activité de financement, c'est la marche d'Alzheimer. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est une activité là, qui revient à chaque année, depuis plusieurs années. Puis c'est vraiment une activité qui est au niveau national. Là, c'est toujours le dernier dimanche du mois de mai partout au Québec, parce qu'on parle qu'il y a 20 sociétés Alzheimer. Puis nous, dans notre région, il va y avoir 7 marches en Gaspésie et la 8e là, aux Îles-de-la-Madeleine. D'accord. C'est quoi au juste les marcheurs élites? Un marcheur élite, ça, on se pose souvent la question à savoir si c'est une personne qui marche vite ou qui se déplace rapidement, mais non, c'est vraiment une personne qui est là qui s'associe tout d'abord à la cause, qui décide de ramasser 200 $ dans son milieu. Donc, ça peut être auprès de ses amis, auprès de la communauté, membres de l'entourage, pour récolter au moins 200 $. Fait que ça, c'est notre principale source là, de financement avec les marcheurs élites qui nous encouragent.
S'il y a des personnes qui sont intéressées à s'impliquer et à participer, de quelle façon ils peuvent le faire? Oui, bien là, on est vraiment là-dedans. Le mois de février, c'est vraiment le recrutement des nouveaux marcheurs élites. Si on prend ici le point de service de Bonaventure, à chaque année, on a à peu près 45 marcheurs élites. Donc là, on est en recrutement de marcheurs élites. Donc les gens peuvent nous appeler ici là, au 534-1313 puis parler à nos intervenantes. Comme moyen de financement, vous avez un souper spaghetti qui s'en vient. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est un souper spaghetti qui aura lieu le 24 février au Centre Bonaventure pour ramasser des fonds, en fait, pour la Maison Mère ici, pour la rénovation du siège social. Puis en même temps, c'est pour le lancement de la Marche de la mémoire qui aura lieu au mois de mai. Y a-t-il des dates limites pour que les gens puissent participer au souper? Non, dans le fond, les billets vont être en vente ici à la Maison Mère, puis il y a certaines personnes aussi dans la communauté qui vendent des billets au coût de 15 $. Puis c'est 10 $ pour les enfants. Par la suite, le monde peut se représenter. S'il reste des places, on ne sait pas encore nécessairement comment ça va se vendre, mais s'il reste des places, c'est certain qu'ils peuvent acheter à la porte. Puis il va y avoir des prix de présence, puis il va y avoir aussi Marie-Lou Barthelot-Brière qui va faire une prestation musicale lors de l'événement. Un autre moyen de financement que vous avez, c'est le Rallye de la mémoire. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, le Rallye de la mémoire, c'est un regroupement de jeux et d'activités au coût de 10 $ pour favoriser la mémoire. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est que vous répondez au questionnaire, puis on fait, suite à ça, nous, on regroupe les résultats. Et il va y avoir des gagnants suite à ça avec les meilleures performances. Fait que le premier prix, c'est 75 $ pour la meilleure performance locale. Ensuite, un prix de 50 et de 25 pour la participation globale. Et on va avoir un grand prix aussi régional pour tout le monde. Tout le monde qui va avoir participé au rallye, dans le fond, ils vont pouvoir avoir la chance de gagner un grand prix de 350 $ qui est offert par l'Hôtel des Commandants à Gaspé. Qui, dans le fond, c'est un souper, un déjeuner, ensuite la nuitée et un massage pour 2 personnes. Là, il y a différents points de service. Comment les gens peuvent savoir à quel point se rendre? C'est sûr que ici est en vente pour la région de Bonaventure. Sinon, si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez toujours appeler ici. Puis suite à ça, on va pouvoir vous dire à quel endroit vous pouvez vous le procurer qui serait le plus près de chez vous. C'est autant des questions de mathématiques, de connaissances générales. C'est vraiment c'est plein de questions qui vont faire marcher vos méninges puis peut-être vous faire gagner un grand prix. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 4 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.